Aujourd'hui, le Libre Journal de la liberté de penser va se consacrer à 2 ouvrages aux éditions Artege, qui est un hasard quant à la maison d'édition. Avec 2 invités, nous allons couper l'émission en 2. La première partie va être consacrée au livre qu'a rédigé Sophie Audugé, que les auditeurs de Radio Courtoisie connaissent déjà, qui est directrice de SOS Éducation. Elle en est une porte-parole également très engagée, très active face aux multiples dérives, et vous l'entendez souvent sur nos ondes, de l'éducation nationale. Elle va venir nous parler du livre qu'elle a écrit en collaboration avec Maurice Berger, qui est un pédopsychiatre, qui est un ex-professeur associé de psychopathologie à l'université Lyon 2, sur l'éducation sexuelle à l'école. Alors, c'est un sujet vaste, c'est un sujet relativement nouveau. Je vous incite, et vous aurez tous les coordonnées sur le site de Radio Courtoisie, à vous procurer ce livre aux éditions Artege qui s'appelle L'éducation sexuelle à l'école, les nouvelles orientations de l'éducation nationale en question. On va y revenir et vous allez voir, c'est assez hallucinant, mais ça se passe dans nos écoles et c'est financé par vos impôts. Et ça concerne nos enfants, donc l'essentiel, j'ai envie de dire, et de la vie et de l'avenir d'une nation. Alors, comme annoncé, nous avons le plaisir de recevoir Sophie Audugé. Sophie, bonjour. Bonjour à tous. Merci de vous être rendue disponible, Sophie. C'est bien parce que nos auditeurs vous connaissent déjà. Vous êtes, je le répète, directrice de SOS Éducation, porte-parole aussi. On vous connaît sous cette étiquette. Vous êtes spécialiste des politiques éducatives. Vous avez, j'ai envie de dire, entre guillemets, malheureusement, beaucoup d'actualités ces derniers mois avec ce qui se passe. Moi, je vous reçois aujourd'hui particulièrement pour le livre qui vient de sortir aux éditions Artege, L'éducation sexuelle à l'école. Alors, rien que le titre interpelle un peu. Est-ce qu'on éduque nos enfants à l'école à des pratiques sexuelles ou autres? Quel est le cadre légal aujourd'hui pour commencer par dresser un peu le décor de ce qui a fait l'objet de votre ouvrage? Et même moi, maman de 4 enfants, j'étais pas forcément au courant des nouvelles directives qui imposaient visiblement cette éducation sexuelle à l'école. Oui, alors en fait, c'est important de faire un petit rappel historique. En fait, avant 2001, il y a peu d'éducation à la sexualité dans le cadre scolaire. On est dans une éducation au risque principalement, on est dans une prévention et c'est généralement plutôt à partir du lycée et c'est vraiment à la discrétion des établissements scolaires. Bien sûr que l'enjeu d'une information, d'un enseignement sur la reproduction, d'abord des espèces animales avant de parler de reproduction humaine, sont déjà bien installés en fonction de l'âge des enfants. Mais on n'est pas dans ce qu'on pourrait appeler un enseignement d'éducation au plaisir de la sexualité, ce qui est le cas aujourd'hui. Le vrai moment de bascule, c'est en 2013, après la publication et l'engagement d'un certain nombre de pays européens à suivre les standards pour une éducation sexuelle en Europe produits par l'Organisation mondiale de la santé. Il va vraiment y avoir une rupture par rapport à une préoccupation de prévention des risques de maladies sexuellement transmissibles, prévention des risques de grossesse. Et donc, on est dans la période post-sida et on reste quand même sur un registre de la prévention, même si déjà la loi de 2001, qui est la loi de référence, est en place, puisque en 2001, il y a une loi qui dit qu'il faut intégrer 3 séances d'éducation à la sexualité par an et alors, par là, classe. C'est important, Sophie, redites-le, parce que 2001, ça fait quand même plus de 20 ans. C'est déjà instauré dans les textes. C'est-à-dire... Alors, il y a une loi qui est adoptée en 2001 qui fixe une obligation de 3 séances d'éducation à la sexualité par an et par classe. En 2001, je rappelle que l'instruction est obligatoire à partir de 6 ans et donc elle concerne a priori tous les élèves à partir de cet âge-là, avec une circulaire qui arrivera 2 ans plus tard, une circulaire qui va être publiée en 2003, qui précise bien qu'il n'y a pas de séance formelle en primaire et que c'est vraiment à la discrétion des maîtres et des maîtresses de pouvoir introduire dans toutes les occasions de vie de la classe des mesures de prévention, notamment pour
protéger les enfants, même si on peut pas complètement les protéger à ce niveau-là, mais en tous les cas, les éduquer, on va le dire comme ça, au risque des abus sexuels. D'accord, ça c'est la raison. C'est la raison d'être. Non, c'est pas la raison d'être. C'est ce qu'il faut faire, qu'on faisait et qu'on faisait pas si mal à ce moment-là. C'est-à-dire que on a cette loi, mais malgré tout, la circulaire qui suit cette loi en 2003 dit ce ne sont pas des séances figées. C'est pas en primaire en tous les cas. On n'a pas un moment où on va dire on va faire de l'éducation à la sexualité, on en fait pendant 1 heure. Non, c'est toutes les occasions de vie de la classe. On rappelle à l'enfant que son corps est à lui, que personne n'a le droit de le toucher, et que si un adulte touche son corps, il faut qu'il en parle à un adulte de confiance pour être protégé. C'est ce qu'on a appelé, ce qu'on rassemble dans la formule mon corps est à moi. Voilà. Donc ça, si vous voulez, on est tous d'accord là-dessus. Oui. On est tous favorables à la prévention, évidemment, et on est tous en appui de ces actions nécessaires dès le plus jeune âge. Et là, on est, si vous voulez, en 2003. Voilà. Ensuite, pour la primaire, le registre sexuel n'est pas autorisé. Donc, on n'est pas autorisé à évoquer des pratiques sexuelles et à évoquer le registre de la sexualité adulte. Faut être clair là-dessus. Et puis ensuite, au collège, on va commencer à en parler en 5e, 4e, mais on est sur la biologie. Donc, on est sur la science. On est dans des cours sur la reproduction humaine qui va arriver progressivement. On n'est pas dans le registre de la sexualité plaisir, puisqu'on considère que les enfants sont prépubères et donc ils ne sont pas concernés par cette sexualité adulte. Et par contre, au lycée, on commence à aborder le registre de la prévention. On est post-période SIDA. Donc, on est vraiment sur une éducation au risque. Donc, on est dans un registre de la prévention. Et ça, c'est jusqu'en 2013. À partir de 2013, on change de paradigme. On n'est plus dans un enseignement qui est sur la science et sur la prévention. On est dans un mantra qui provient donc de ces fameux standards européens pour une éducation sexuelle, publié par l'OMS, produit par un groupe de lobbyistes très idéologiques, notamment avec un principe idéologique qui est de dire qu'il existe une sexualité infantile, c'est-à-dire une sexualité fonctionnelle dès que l'enfant naît. Et à ce titre-là, les préconisations, c'est d'éduquer à la sexualité tous les enfants dès leur plus jeune âge, c'est-à-dire dès qu'ils sont tout petits, leur apprendre à exprimer leurs émotions, leur apprendre à dire ce qui est agréable ou désagréable, leur apprendre à dire oui ou non en fonction de leur ressenti et de leur désir. Et là, si vous voulez, on est dans une dérive extrêmement grave, c'est-à-dire que on produit un processus d'enseignement, c'est standard d'éducation à la sexualité pour les pays d'Europe, qui part du postulat idéologique décrié par tous les scientifiques sérieux, je veux dire scientifiques, des médecins, des pédiatres, des pédopsychiatres, des gens qui connaissent l'enfant, le psychique de l'enfant et le développement de l'enfant. On part de ce postulat pour dire, eh bien, il faut évoquer la sexualité infantile de manière tout à fait libérée auprès des enfants en leur disant que la sexualité, c'est du plaisir, que se toucher, ça s'appelle la masturbation et que c'est normal que ça fait du bien et que ça détend. Et ça, dès le départ, et en répondant même aux questions des enfants, quelles qu'elles soient. Voilà. Et donc ça, si vous voulez, les conséquences de ça, on va les observer assez rapidement, c'est-à-dire dès 2015, 2016, 2017, des pédopsychiatres, des psychologues cliniciens vont recevoir des enfants en consultation qui présentent des signes de troubles post-traumatiques. C'est-à-dire des enfants qui vont expliquer en fait qu'ils ont soit été victimes, c'est bien le terme qui convient, c'est-à-dire qu'on leur a tenu des propos à caractère sexuel alors qu'ils n'étaient pas en capacité de les recevoir. Ils ont vu des images, et ça dans un cadre qui est celui de l'école, c'est-à-dire dans le cadre d'une institution, qui est celle du savoir. Donc, l'enfant ne peut pas remettre en cause la parole de l'adulte dans ce cadre de l'institution de savoir. Des propos qui leur ont été tenus alors qu'ils n'étaient pas préparés, dans le cadre d'un enseignement qui était obligatoire, donc ils ne pouvaient pas s'y soustraire, et ces propos qui ont été tenus par des adultes qui avaient autorité sur eux. C'est-à-dire qu'en fait, on met les enfants dans une condition qui rassemble toutes les caractéristiques d'un incestuel, c'est-à-dire du sexuel à un enfant qui ne peut pas consentir parce qu'il est obligé d'assister, par un adulte qui a autorité sur lui. Et ce faisant, si vous voulez,
quand c'est fait auprès d'enfants qui ne sont pas en capacité de recevoir cette information-là, eh bien la conséquence, c'est que l'enfant va être victime d'un traumatisme. C'est-à-dire que il ne peut pas s'approprier ce qui lui est dit. Il est submergé et il va avoir des réactions de protection qui sont celles, évidemment, soit de la dissociation, soit, évidemment, il est choqué, il est sidéré, etc. Et les conséquences, ça peut être des enfants qui vont rentrer à la maison en étant totalement mutiques, des enfants qui vont rentrer à la maison en étant très perturbés, voire excités, des enfants qui vont refuser de retourner à l'école, des enfants qui vont se réveiller la nuit. On a évidemment des enfants qui se remettent à faire pipi au lit alors qu'ils ne le faisaient plus depuis des années. Des enfants qui vont exprimer du dégoût à l'idée de grandir, ou qui vont exprimer évidemment du dégoût par rapport à leur corps, qui vont refuser que leurs parents rentrent quand ils sont en train de se doucher, par exemple. Et donc là, si vous voulez, ces parents qui vont être confrontés à ça vont commencer à aller voir des psychologues qui vont faire le lien, qui vont leur dire, bah là, votre enfant en fait a été traumatisé parce qu'on lui a tenu des propos à caractère sexuel, et en fait, c'est venu effracter. C'est ce qu'on appelle ils ont utilisé la formule de viol psychique pour bien montrer qu'il y a effraction dans le psychique d'un enfant. Pourquoi? Parce que on le soumet à un contenu, à des images, à des informations que lui, là où il en est de son développement, n'est pas en capacité de recevoir et de gérer et de traiter. Et donc, c'est pour ça que dans le livre, nous, on a tenu vraiment à passer un moment important, vous l'avez vu, sur qu'est-ce qu'un enfant et à décrire le développement de l'enfant. Parce que sur cette histoire-là, si vous voulez, il faut bien savoir que l'enfant n'est pas sexuel, il est sensoriel. La sexualité infantile est une idéologie, mais n'est pas une réalité scientifique. Et qu'il est très important que chacun comprenne que le sujet qui est le nôtre, l'action qu'on fait avec ce livre, avec Maurice Berger, Nicolas Théa et Régis Bruno, c'est pas, si vous voulez, une démarche d'idéologue. C'est une démarche de professionnels de la science qui veulent prévenir. C'est de la prévention. Et donc, c'est pour ça, si vous voulez, que ces premiers psychologues, ils ont fait un premier livre qui est sorti en 2018 pour rendre compte de ce qu'ils constataient dans leur cabinet de professionnels de la santé. Ils n'ont pas été entendus. Et on a continué à diffuser dans les écoles cette éducation à la sexualité, cet enseignement obligatoire sur la sexualité adulte. Et pour répondre à votre question première, oui, nous, notre position en tant que professionnels de la santé, et la majorité des professionnels de la santé spécialistes de l'enfant s'accordent sur ce point, il y a consensus, on n'éduque pas à la sexualité, ni des enfants ni des adolescents. On doit développer des actions de prévention pour les tout petits, pour les informer que leur corps leur appartient, et surtout leur donner la possibilité de révéler des abus dont ils seraient victimes, et de leur mettre à disposition tout un ensemble d'acteurs humains, des adultes, des espaces de parole, pour qu'ils puissent se sentir autorisés de révéler pour être protégés immédiatement. Et pour les adolescents, on ne parlera pas d'éducation à la sexualité pour les mêmes raisons, c'est qu'on n'éduque pas à la sexualité, mais on parlera d'information sur la sexualité en vue d'aider les jeunes à passer les grandes étapes et les grands bouleversements de l'adolescence et les prévenir au maximum des ravages de la pornographie sur des relations aujourd'hui sexuelles de cette génération, des relations violentes, destructives, qui font aujourd'hui des ravages sur notre jeunesse. Et pourquoi on n'éduque pas à la sexualité? Parce qu'il n'y a pas un modèle de sexualité, et parce que la sexualité n'est pas quelque chose qui s'éduque, c'est quelque chose qui s'éprouve entre des êtres consentants, fonctionnels sexuellement, c'est-à-dire des jeunes qui ont passé la puberté, évidemment. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'en fait, dès la maternelle aujourd'hui, il y a des interventions d'associations. Alors, qui intervient? Est-ce que ce sont les instituteurs eux-mêmes? Comment ça se passe concrètement? Alors, en fait, si vous voulez, la circulaire de 2003 que j'évoquais avec vous, qui suivait la loi de 2001, a été abrogée, alors qu'elle était, de notre point de vue, beaucoup plus protectrice et beaucoup mieux structurée. Pour une raison très simple, c'est comme je vous le disais, jusqu'en primaire, c'était au maître ou à la maîtresse de se charger de cette démarche de prévention qui ne devait absolument pas
intégrée du registre de sexualité adulte. Cette circulaire-là, elle a été abrogée, elle a été remplacée par la circulaire de 2018, qui, elle, rappelle qu'il n'y a pas de registre de la sexualité adulte en primaire, mais qui finalement est un ensemble d'injonctions contradictoires qui rend possible le fait de parler de sexualité adulte avant, évidemment, le milieu du collège. Et donc, à ce titre-là, cette circulaire, même si il est écrit que normalement, il n'y a pas de registre de sexualité adulte dans ces classes-là, eh bien, dans la réalité des faits, sont évoquées des pratiques de la sexualité adulte. Et puis, on voit également aussi que normalement, cette circulaire de 2018 laisse entrer des associations qui normalement ont un agrément, ce qui n'est pas du tout une garantie. Il suffit de regarder la liste de toutes les associations qui sont agréées par l'éducation nationale. On la trouve où, cette liste, que nos auditeurs aillent voir? Sur Internet, très facilement. Ouais. Et puis l'éducation nationale la publie, donc c'est très facile. Et donc, ces associations peuvent intervenir. Il y a évidemment beaucoup d'associations idéologiques, comme vous le savez, donc qui interviennent tout à fait tranquillement. Normalement, les textes obligent qu'un personnel de l'éducation soit présent. Il oblige plusieurs choses, ce texte. Normalement, il oblige que le contenu soit fait avec des personnels de l'école, que l'école reste responsable des contenus, qu'un professionnel, normalement le professeur ou un personnel de l'équipe éducative, soit présent pendant les interventions, etc. Tout ça n'est pas garanti du tout, et dans de très nombreux cas, ce n'est pas respecté. D'accord ? C'est important de le dire haut et fort. On a même des professeurs qui le disent d'ailleurs, disent très clairement, moi je ne veux pas assister, j'ai pas envie d'être responsable s'il y a quelque chose qui se passe. Donc, si vous voulez, on est quand même dans cette réalité-là. Et pour revenir à votre remarque, oui, il y a des livres qui sont lus à des enfants en maternelle. On donne quelques exemples dans le livre. On a d'autres exemples sur le site internet de SOS Éducation qui, justement, vont expliquer ce qu'est la masturbation, banaliser l'acte de la masturbation, en sachant que c'est présenté comme un acte, évidemment, de sexualité. Okay, alors qu'à cet âge-là de la vie de l'enfant, on est dans le cadre de la sensorialité. Et donc, ce faisant, dans ces textes-là, si vous voulez, même si j'imagine que les auteurs n'en ont pas l'intention, en fait, ils projettent sur l'enfant le registre d'une sexualité adulte qui n'est pas accessible à l'enfant, évidemment, puisque l'enfant est incapable d'imaginer qu'il puisse y avoir dans ces actes-là un registre sexuel et même un fantasme érotique qui est inaccessible à un enfant pour une raison très simple, c'est que son développement psychique n'en est pas là du tout. Donc, on voit bien, si vous voulez, quand on commence à aborder ces questions-là que du point de vue de l'intérêt de l'enfant et de son développement, qu'on projette sur l'enfant un niveau de développement qui est celui d'un adulte. Et ce n'est pas du tout là où en sont les enfants. Donc, on a des exemples de livres lus en maternelle, que ce soit sur l'idéologie du genre, sur les différentes formes de famille, sur les différents types de relations sexuelles, etc. Évidemment, en primaire, c'est encore davantage. Donc, on va, par exemple, très facilement expliquer les relations sexuelles entre des adultes en primaire. Et ce faisant, on va considérer qu'il est utile, même en maternelle, d'utiliser les termes scientifiques. Voilà, donc on va parler de pénis, de vulve, de vagin, de clitoris. C'est pas poétique comme on a connu nous à une époque. C'est pas une pâquerette avec des pétales, etc. Quoi. C'est cru, pour ce qu'on a connu nous en tout cas. C'est à la fois cru, et en même temps, c'est contraire à l'intérêt de l'enfant. Pourquoi ? Parce que dire à une enfant qu'elle a une vulve ou à un enfant qu'il a un pénis, c'est faux. L'enfant a effectivement pas une vulve et effectivement pas un pénis, parce que tout simplement, elle n'en est pas là de son développement. Et si on met deux images correspondantes, on verra bien que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose esthétiquement, c'est pas la même chose fonctionnellement. Et donc ça, si vous voulez, c'est percutant pour un enfant, bien sûr. De même que les termes de pénétration, dire par exemple que le sexe est un pénis en érection, donc qui est dur et qui va pénétrer le sexe de la fille, et qu'il faut que ce soit mouillé pour que ça rentre sans que ça accroche, c'est des propos qui ont été tenus dans des séances, faut quand même être clair. Il faut être totalement idiot pour ne pas concevoir le caractère traumatique du point de vue d'un enfant quand on ça à 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Il faut être complètement idiot et ne rien connaître au développement de l'enfant. J'ajoute que ce que vous évoquez, c'est-à-dire vous parlez de la vision, des propos imagés, de la poétique, etc. Il faut bien avoir conscience que l'enfant, quand il naît, après la période oedipienne dont on pourra reparler si vous le souhaitez,
l'enfant crée en fait des fantasmes qui sont en fait nourris par ce qu'on appelle la pulsion de savoir, c'est-à-dire l'énigme de sa vie. L'enfant est tout petit, il n'a pas la capacité cognitive de comprendre comment il est né, de comprendre ce que sont les relations entre les adultes, etc. Mais il est animé par une pulsion de savoir qui est celle de comment je suis venu au monde, quelle est la relation particulière entre papa et maman, etc. Et cette énigme de savoir, il va y trouver des réponses lui-même parce qu'à ce moment-là de son développement, il est dans ce qu'on appelle la pensée magique. C'est-à-dire qu'il va inventer des histoires qu'il va prendre pour des vérités. Et même si un adulte vient lui dire non, c'est pas comme ça que ça se passe, l'enfant, pour se protéger, se préserver lui-même de cette angoisse de l'origine de sa naissance, il va conserver ses idées. Alors ça peut être la petite fleur, ça peut être le bouton dans le ventre de maman, ça peut être la fermeture éclair, ça peut être n'importe quoi. Et si quelqu'un vient, voilà, si quelqu'un vient lui dire non, c'est pas ça, eh bien l'enfant naturellement il va dire mais en fait si moi c'est ça qui me va bien pour avancer dans ma vie d'enfant. À mon stade. À mon stade. Et quand un adulte vient lui dire dans le cadre de l'instruction, dans le cadre de l'école, dans le cadre de l'institution du savoir, eh bien moi en tant qu'adulte qui est autorité et qui sait que tu es censé écouter parce que tu es là pour apprendre, je te dis que ce n'est pas ça et que ce qui se passe en vérité c'est autre chose et c'est une pénétration, etc. Ça va venir faire réfraction dans cette vision fantasmatique, ça va la bloquer. C'est-à-dire que l'enfant va même pas pouvoir continuer son développement progressif, c'est-à-dire qui est nécessaire pour lui, même justement pour aboutir à son identité sexuée et son identité psycho-affective, donc psychosexuelle. Et donc, on va l'empêcher. Ça va provoquer potentiellement deux choses, soit une excitation, puisqu'on sait très bien qu'à cet âge-là, l'enfant, son processus d'apprentissage, c'est l'imitation, l'expérimentation. Donc, il va se dire, ah bah si c'est ça, moi j'ai envie de savoir, de comprendre, d'essayer. Soit il va se bloquer complètement, il va être dans un dégoût. Ça aura de toute façon entravé et interrompu son processus personnel. Et il va se bloquer, avoir un dégoût, refuser de grandir, ce que je disais tout à l'heure. Donc, dans tous les cas, si vous voulez, ça va contraindre l'enfant à stopper son processus normal de développement sain, à son rythme, qui aurait dû lui permettre justement de grandir en faisant le chemin de son identité sexuée et sexuelle au service d'un développement sexuel à l'adolescence et en tant qu'adulte à son rythme propre et en fonction de sa propre personnalité et de là où il en est. Vous agrémentez d'ailleurs votre livre de pas mal d'exemples, ce qui le rend vivant, ça je le dis aux auditeurs, c'est-à-dire de témoignages qui sont hallucinants. Moi, j'ai lu ça avec beaucoup, on ressent même de la gêne parfois, mais c'est la vérité et vous avez tout à fait bien fait de l'exposer parce qu'en fait, les parents n'assistant pas, je sais même pas ce qu'ils en savent derrière, comment ça fonctionne. D'ailleurs, il y a des témoignages aussi de parents qui ont enlevé leurs enfants de l'école parce qu'ils ont eu effectivement des enfants perturbés. Alors, je cite un exemple ou deux, pardon si c'est cru, mais c'est la vérité. Donc, par exemple, en CM1, CM2, au département 49, en mai 2023, dans un établissement public, en CM1, CM2, statut des intervenants internes professeurs. Donc, le thème, c'était les rapports sexuels. C'est possible par l'anus et par le vagin. Donc, il y avait effectivement ce que vous disiez, la masturbation, l'érection, le sperme, le plaisir des rapports sexuels par l'anus et le vagin. Les garçons peuvent aimer d'autres garçons. Les garçons peuvent devenir des filles en changeant de genre. Visionnage d'une vidéo YouTube sur la reproduction et la menstruation pour les filles. Je vous rappelle, le public CM1, CM2, c'est quoi? C'est 9-10 ans. À peu près. CM2, autre chose, pour donner juste le ton à nos auditeurs, de ces mots crus. CM2, donc là, date d'effet juin 2023, c'est rapporté également dans votre ouvrage. On est dans le 06, l'établissement est public, le niveau de classe est CM2. Et là, le sujet, c'était sucer, c'est comme sucer un bonbon Haribo, c'est du plaisir. Alors, c'est quasiment incroyable comme formulation. Propos rapportés. Enfant, est-ce qu'une fille peut toucher le zizi d'un garçon? Infirmière, oui, une fille peut sucer pour donner du plaisir. Je rappelle que le niveau de la classe est CM2. Infirmière, il faut que le sexe du papa soit très dur pour entrer dans le vagin. Le sexe de l'homme se recouvre d'une barrière qui empêche le pépi de sortir pendant l'acte. Sucer, c'est comme sucer un bonbon Haribo, c'est du plaisir. Ont été évoqués la sodomie, la fellation et la pornographie. Je pense que c'est incroyable.
Oui, alors évidemment, la question, à chaque fois, on nous dit, mais oui, mais il y en a combien des exemples comme ça? Enfin, je veux dire, c'est pas le sujet. Vous voyez, Non, je veux dire, ce n'est tout pas à le fait. sujet. Alors nous, on en a reçu plus d'une centaine, qui sont plus ou moins crus. Alors de cet acabit-là, heureusement, ce sont les plus rares, heureusement. Oui. Mais le fait d'évoquer la fellation, d'évoquer la sodomie, de parler de pénétration, de parler du fait que il faut que ça soit mouillé, il faut lubrifier, enfin tous les détails si vous voulez, c'est assez courant. Et puis associé à ça, on va ajouter également les questions des enfants, c'est-à-dire Oui. que le principe de ces séances-là, c'est qu'aussi on va dire aux enfants, bah, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, on va y répondre, ce qui n'a aucun sens évidemment puisque on répond à la question éventuellement d'un enfant. Mais ce faisant, on répond sans qu'il ait demandé à des enfants qui n'ont pas ces questions-là, qui ne se sont pas eux-mêmes posé ce genre de questions et donc qui eux vont être complètement traumatisés parce que alors clairement ils en sont pas là du tout. Et puis quand un enfant pose ce genre de questions ou a cette réaction qui est peut-être la réaction d'une petite fille aussi, bah c'est comme sucer un bonbon Haribo, etc. Et voilà, l'intervenant dit bah oui, à la limite oui, voilà, pourquoi pas. Non, enfin, vous vous dites c'est quand même invraisemblable d'avoir ce genre d'échange. Et là, la vraie question qu'on se pose, c'est comment se fait-il que des enfants qui ont ce genre de réaction ou d'intervenants qui ont ce genre de formule ne sont pas pris en charge pour dire, écoute, c'est quand même pas normal que tu aies ces formules. Où est-ce que tu as entendu parler de ça Est-ce que tu as vu des choses, etc. Parce que un enfant qui est confronté à ces niveaux de détails de sexualité à cet âge-là, pose question du point de vue de la protection de l'enfant, même si vous voulez. Donc après, on sait dans les classes un peu plus importantes, on sait que dans ces séances, les ados vont s'amuser parce qu'ils essayent de choquer et ils veulent transgresser. Donc avec toutes sortes de questions, comme par exemple dans une classe, il y en a un qui demande quel a le goût ou une fille, je sais plus, qui demande quel goût a le sperme. Si vous voulez, vous dites, mais c'est quand même invraisemblable que ces propos puissent être tenus dans une salle de classe dans le cadre d'un enseignement obligatoire. Donc, si vous voulez, si on rassemble toutes ces données-là, c'est vrai que nous, on a reçu énormément de témoignages, on en reçoit tout le temps. Et ce dont on se rend compte aussi, c'est que quand c'est pas par des séances, ça peut être également d'autres manières. Si vous voulez, il y a des livres qui sont clairement pornographiques, très toxiques, qui sont donnés à lire à des élèves en classe par l'institution scolaire. Donc, il y a bien aujourd'hui, si vous voulez, une banalisation du sexuel, une banalisation de la sexualité, une banalisation de la sexualité crue, voire sur des propos ou des formules qui sont celles clairement du porno, qui sont communiquées à des enfants qui ne demandent rien de tout ça et qui n'en sont pas là, et dont on se fiche royalement des conséquences sur leur santé psychique, et dont on se fiche royalement de la manière dont ça va entraver leur développement. Alors, c'est vrai que si vous voulez, quand on reprend ces propos comme vous venez de le faire, moi, j'ai fait beaucoup d'interventions, vous vous en doutez, auprès de médias. Et j'ai des médias qui m'ont dit, non, mais c'est trop cru. Vous utilisez le mot éjaculation, par exemple, dans une pétition qu'on a menée, qui a rassemblé 70 000 signateurs, dont près de 10% de professionnels de médecine, je précise quand même. J'ai un journaliste récemment qui me dit, oui, mais vous vous rendez compte, quand vous dites à 8 ans, apprenez-moi les divisions par l'éjaculation, quand même, vous faites exprès de choquer. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que nous, en tant qu'adultes, on est choqués. Est-ce que vous imaginez, si vous replacez dans votre peau d'enfant à 7 ans, 8 ans, 9 ans, J'en ai des on frissons. vous ait tenu des propos comme ça, on vous ait parlé de fellation, d'éjaculation, de pénétration. Si vous voulez, c'est d'une violence. Quels adultes ils vont devenir? Inouï. Mais bien sûr. Et c'est vrai que si vous voulez, ce dont on se rend compte, c'est que plus personne ne sait ce qu'est un enfant. On ne cesse d'en parler, on cesse de dire qu'il faut les protéger, mais plus personne ne sait ce qu'est un enfant. Et on ne les laisse même pas tranquilles, on ne leur permet même pas de vivre leur enfance. C'est extrêmement grave ce qui se passe. Il faut vraiment bien comprendre qu'on est dans un système où quand nous, on dit ce que l'on dit, c'est-à-dire qu'on demande, qu'on en revienne à ce qu'est un enfant, à ses besoins pour grandir, à la manière dont il se développe cognitivement, affectivement, psychiquement, on nous reproche d'être des réactionnaires. Il faut quand même voir là où on en est. Il faut bien avoir en tête que un enfant, jusqu'à quasiment l'adolescence, le seul modèle qu'il a, c'est celui de ses parents.
Quand vous dites à un enfant de cet âge-là, vous lui parlez de fellation, de sodomie, etc., le seul transfert qu'il va avoir, c'est de se demander si ses parents font ça. Il faut quand même que tout le monde se rende compte. Votre enfant, on lui dit ça, il rentre à la maison, il ne peut pas s'empêcher de penser, mais est-ce que papa, il fait ça à maman? Est-ce que maman, ils font ça? Et est-ce que il peut pas faire autrement? Il en est là de son développement. Et évidemment, lui, il n'est pas dans ce registre sexuel, il peut pas l'éprouver. Donc, après, on va avoir évidemment des enfants qui, eux, vont aller dans les toilettes. On leur parle de masturbation, on leur dit, en fait, pour se masturber, tu prends ton sexe, tu presses, et puis il y a un liquide qui sort à 7, 8 ans, 9 ans. Évidemment, il y a une partie de la classe qui va aller dans les toilettes et qui va essayer. C'est normal parce que c'est leur seul moyen d'apprentissage. Ils font ça tout le temps. Et pour un enfant, vous savez, quand à l'école, on lui apprend les mathématiques, la géographie ou la sexualité, pour lui, c'est pareil. Je veux dire, en mathématiques, on lui donne des règles, il fait des opérations après. On lui dit que c'est comme ça que ça se fait la masturbation, il va essayer après. Et évidemment, parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent, nos enfants. De même que quand on dit à une petite fille ou un petit garçon, écoute, c'est important, ton corps t'appartient, c'est important que tu connaisses ton sexe. Et pour connaître ton sexe, tu prends un miroir, tu regardes, tu mets tes doigts, tu écartes, etc. C'est sûr qu'elle va prendre un miroir et qu'elle va aller, en tous les cas, une partie d'entre elles. Ça, c'est certain. Donc, si vous voulez, il faut qu'on soit bien conscients tous que quand on donne ce registre-là à un enfant, eu égard à son process de développement à ce moment-là, quand il reçoit une information, un enfant, il la traite de manière tout à fait mécanique. On connaît cette mécanique, ça s'appelle le développement de l'enfant en fonction des âges de l'enfant. Donc vous écoutez Sophie Audugé, qui est directrice de SOS Éducation. Anne-Laure Malher, vous aviez une question. Alors, je vais donner la priorité à nos auditeurs. Un auditeur qui nous fait la remarque suivante. En fait, l'ouverture à la sexualité, c'est l'ouverture à la pédocriminalité, mais je crois que c'est un sujet que vous nous réservez pour plus tard. Ensuite, une auditrice qui prolonge un petit peu votre sujet. Et je reprends sa question. Nous, adultes, c'est difficile pour nous, surtout avec l'érotisation en fait du discours, de pas projeter ce qu'on entend dans le mode adulte sur les enfants et de pas penser qu'effectivement les enfants qui posent un certain nombre de gestes sont sexualisés. Et là, cette auditrice constate que un des enfants de son entourage se masturbe, il a 7 ans. Elle n'a pas osé en parler aux parents et elle demande comment faire, est-ce qu'il y a une solution? Et moi, je vous demande comment on fait pour évaluer la gravité de la situation? Est-ce que l'enfant a effectivement fait l'objet d'un enseignement maladroit, d'une initiation par un père, c'est-à-dire par un autre enfant, ou alors là, on rentre dans des champs beaucoup plus embêtants, une initiation par un adulte via des films porno, via des choses dont il a été témoin. Voilà, comment peut-on évaluer la gravité? C'est-à-dire que est-ce que un enfant qui se masturbe, c'est un enfant qui se touche? On sait que les petits garçons peuvent se tirer un peu le sexe, ou est-ce que c'est autre chose? À partir de quel moment on doit s'inquiéter? Oui, alors c'est des réactions extrêmement pertinentes. Il y a plusieurs choses dans ces deux questions. La première chose, c'est la place des parents. Alors oui, les parents, c'est à eux de faire l'éducation à la sexualité de leur enfant jusqu'à la puberté. C'est important de le dire, Après, Sophie. C'est important de le dire. Voilà. C'est pas à l'école. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Voilà, mais il faut le faire. Voilà. Il faut pas laisser de vide, parce que sinon ça va être comblé par autre chose. Il faut le faire, et c'est aux parents de le faire jusqu'à la puberté. Après la puberté, comme on l'explique dans le livre, il faut laisser l'enfant faire son chemin. Et là, les parents vont prendre une position haute qui est ne jamais dans le registre de la sexualité. Ça va gêner l'enfant, évidemment, parce que maintenant, il sait ce que c'est que les pulsions sexuelles, et donc sa relation par rapport à ses parents sur ce registre-là sera différente. Et donc, les parents doivent être des protecteurs. Il faut te protéger, fais attention à toi. Pour les filles, la sexualité, l'engagement du corps, ce n'est pas neutre, etc. Mais après, laisser faire des tiers, et notamment l'information sur la sexualité, que peut assurer une éducation rigoureuse et de qualité. Pour ce qui est des plus jeunes, évidemment, la réaction des parents, c'est de montrer à l'enfant qu'il n'y a pas de tabou sur la sexualité. Ça, c'est la première chose. De respecter le langage de l'enfant. C'est-à-dire, évidemment, d'utiliser les mots que l'enfant utilise et de ne pas lui donner des mots scientifiques, parce qu'il est dans cette vision fantasmatique qu'on a évoquée. Un enfant qui se touche ou se caresse,
c'est normal. C'est ce qu'on nous on a formulé comme étant la découverte de la sensorialité. Il le fait avec tous ses organes et tous ses orifices. Là où ça peut devenir problématique, c'est quand c'est compulsif. Le rôle des parents à ce moment-là, c'est de dire à l'enfant, écoute, ton corps t'appartient, c'est de l'intime et tu fais pas ça en public. Donc c'est dans ta chambre et jamais en public. L'enfant va vite le comprendre et il fera ce qu'il veut dans sa chambre et de manière intime. Il faut bien qu'il comprenne que ce n'est jamais en public et que personne peut lui demander de le faire et qu'il doit le faire sur personne. Et ça peut être l'occasion de savoir si on lui a déjà demandé de le faire ou si ça lui a déjà été fait par d'autres. D'accord ? Donc, c'est une bonne occasion. Après, là où ça devient problématique, c'est quand on voit que c'est compulsif et que l'enfant n'est plus dans une recherche sensorialité, une curiosité, mais qu'il est dans quelque chose dont on peut imaginer qu'il est lui-même victime, où il y a une souffrance. Là, il faut commencer à s'inquiéter et il faut pas hésiter à en parler à son médecin traitant. Il va pouvoir également investiguer ce champ-là. Et il faut être attentif à tous les autres signaux. C'est-à-dire un enfant qui va, par exemple, avoir des difficultés dans les relations aux autres, qui va éventuellement... là, on avait une petite fille, par exemple, elle refusait tout contact physique. Voyez, et c'était un changement de comportement. Donc là, il y a quand même quelque chose qui est pas normal. Ça peut être des obsessions de se laver, des choses comme ça. Donc, si on voit qu'il y a d'autres signaux faibles, évidemment qu'il faut investiguer. C'est important d'en parler aux parents. Après, il y a rien d'inquiétant à ce qu'un enfant on parle de masturbation, mais il n'y a pas, si vous voulez, de projection érotique dans l'acte de l'enfant. Lorsqu'il y a une projection érotique, c'est soit parce qu'il a été mis en contact avec effectivement du contenu pornographique, malheureusement ça arrive, et soit parce qu'il est victime. Voilà. Donc dans les deux cas, effectivement, faut être très attentif et en parler aux parents, consulter des professionnels et surtout s'assurer que l'enfant n'est pas victime d'abus. Parce que dans ces cas-là, il faut le protéger immédiatement. Il faut faire un signalement immédiatement. Rappelons que dans les cas d'abus sexuels, il y a très peu de signalements, malgré que l'enfant a dit. Il est rarement protégé et il n'y a pas assez de signalements pour justement sortir l'enfant de risques de violences intrafamiliales ou même dans d'autres environnements, les institutions, etc. Merci Sophie Audugé, c'était très clair. Pour finir, je voudrais quand même aborder aussi parce que j'ai envie de vous dire tout bêtement à quoi ça sert tout ça, pourquoi, quel est le but, et derrière je pense que se cache évidemment la transmission d'idéologies et de lobbies très puissants à tout ça. Vous parlez dans votre livre, alors je l'ai noté, j'y adhère tellement peu que j'ai même pas retenu le nom, mais de sexualité citoyenne, c'est ça ? Ouais, sexualité citoyenne. Vous donnez l'exemple aussi d'une intervention dans une classe pour combattre, alors c'était dans un lycée professionnel en octobre 2023 en seconde. C'est intéressant parce que c'est une enseignante qui dit: je suis enseignante dans un lycée professionnel. J'ai reçu une demande pour accompagner en novembre mes élèves à un événement au sein de l'établissement. Cette intervention d'une association externe s'intitule « La domination masculine ». Alors déjà, le titre, dit-elle, m'a interpellée. Mais ces ateliers et spectacles sur la domination masculine se poursuivront par un travail de déconstruction de genre. Enfin, l'enseignante français prolongera ce travail par une réécriture de contes pour enfants. Valérie Dominique qui rentre dans le studio, hein, c'est des contes spéciaux. Hein. Pour enfants, en inversant les stéréotypes de genre. Dans la mesure où ce projet s'adressera à des élèves de seconde professionnelle, je sais qu'il est moins nocif que tout ce qui se pratique maintenant auprès des enfants en primaire, on vient d'en parler. Je souhaite tout de même que l'on fasse savoir que la théorie des genres s'invite à pas feutrer ou pas dans l'enseignement proposé, imposé aux jeunes. Je terminerai en disant que pour casser cette intervention, plusieurs heures de cours, dont la mienne, vont être supprimées. C'est un exemple parmi d'autres. Oui, bien sûr, bien sûr. Et effectivement, on voit bien que tout ça est une démarche idéologique et qu'on fait croire aux parents que l'enjeu, c'est la protection, la lutte contre les abus sexuels, la lutte contre les ravages de la pornographie. C'est pour ça que dans le travail qu'on a mené avec Maurice Berger, Régis Bruno et Nicolas Théa, nous, c'est un travail qu'on a commencé il y a presque 2 ans maintenant. Si vous voulez, notre démarche a vraiment été celle de se dire: il faut qu'on étudie le sujet de manière extrêmement rigoureuse, extrêmement scientifique, parce que s'il y a une vraie raison pour le faire, il faut qu'on la trouve. Et la première remarque qu'on s'était faite quand on a commencé à travailler ensemble, quand j'ai mis en place ce comité d'experts, c'était pourquoi. Et bon,
si on a une réponse au pourquoi, eh bien, on la dira. Voilà. Et en fait, on a conclu, au bout de plus d'1 an de travail ensemble, que non, on confirme que ce n'est pas un besoin des enfants pour grandir. Or, à l'école, il ne devrait y avoir, dans une politique éducative, dans des enseignements, que des enseignements qui sont utiles à l'enfant et pas aux idéologies des adultes ou des politiques. Donc, à ce titre-là, vous avez absolument raison. Bien sûr que cette éducation à la sexualité est le cheval de Troie pour propager des idéologies, on va dire globalement le wokisme bien sûr, sur la théorie du genre, l'idéologie du genre, le patriarcat, etc. Et c'est vrai qu'on doit être très vigilant parce que la plupart des gens qui nous écoutent, la plupart des parents, sont de bonne foi quand ils pensent que c'est utile, si vous voulez. Sauf que s'ils prennent le temps de revenir à ce en quoi ils croient vraiment, je dirais même, je vais être très basique, le bon sens, qu'ils en parlent à leurs parents eux-mêmes, c'est-à-dire aux grands-parents des enfants, ils verront qu'ils leur diront « Non, mais attends, tu vas pas parler de fellation à un enfant de 8 ans. » Et d'un seul coup, si vous voulez, ils se diront « Mais oui, mais qu'est-ce qui nous a pris collectivement pour qu'on se laisse manipuler au point de penser que c'était bon pour l'enfant ?» Soyons clairs, ce n'est pas bon pour l'enfant, c'est mauvais pour l'enfant et ça présente même des risques de danger importants. Parce que je pense même que les parents, une fois que ces séances ont eu lieu dans l'établissement, je sais même pas à quel point ils osent en parler entre eux pour faire remonter l'information. Parce que tout ça se passe quand même dans un espèce de sanctuaire qu'est l'école, où la main est mise par les enseignants, voire les associations. L'enfant rentre chez vous, il vous raconte ça. Enfin, je me mets à la place, vous êtes un peu désarmé. Comment se fédérer pour que des choses comme ça soient évitées? C'est pas évident. Alors, à la place des parents là-dedans. Vous avez absolument raison. Nous, on le constate. C'est-à-dire que quand on a des parents qui nous consultent, évidemment, on fait des entretiens avec les parents pour vérifier les sources, etc., regarder ce qui a été dit, etc. Et généralement, on essaye de rassembler plusieurs parents de la même classe. Et là, on se rend compte qu'il y a peu de parents qui ont le courage de parler. Pour plein de raisons. D'abord parce qu'ils ont peur des conséquences sur leur enfant. Ils pensent que leur enfant, la maîtresse va leur en vouloir, ou que l'école va leur en vouloir, que l'année prochaine, ils seront dans une moins bonne classe, ils auront peut-être des moins bonnes notes, ils auront peut-être... Voilà. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, ça paraît aberrant quand je le dis, mais je vous assure que c'est la réalité. Eh bien, quand on tient des propos à caractère sexuel à des enfants, alors que ça devrait être interdit, et que ces enfants sont trop jeunes et que c'est dangereux pour eux, eh bien, la majorité des parents, j'entends par majorité plus de 50% des parents, ne vont pas oser agir, même vis-à-vis de l'école, même dans un dialogue constructif, par peur des représailles pour la scolarité de leur enfant. On en est quand même là. Donc ça, c'est important, effectivement, de le dire. Après, je pense qu'il faut rappeler aux parents aussi qu'ils doivent, et c'est ce que nous, on met, parce que dans le livre également, on met quand même pas mal de recommandations. Il y en a plus sur le rapport qui est accessible gratuitement sur le site d'SOS Éducation, mais dans le livre, on met quand même pas mal de recommandations. Nous, parmi nos recommandations, c'est aussi de rassurer les parents et d'éduquer les parents. C'est-à-dire d'apprendre aux parents, de réapprendre aux parents ce qu'on peut dire à un enfant en fonction de son âge et comment ils peuvent se charger de l'éducation à la sexualité de leur enfant. Alors évidemment, le terme est impropre, c'est pas éducation à la sexualité, mais enfin, répondre aux questions que leur enfant se pose sur la sexualité, même quand ils sont très jeunes, en rappelant aux parents que c'est de leur rôle de dire aussi à leur enfant, écoute, t'es trop jeune, je t'expliquerai plus tard. C'est pas parce qu'un enfant pose une question qu'on est obligé de donner la réponse. Ça, c'est l'adultisation des enfants aussi. Ça fait partie d'un autre courant. On est d'accord, mais il faut rétablir en tous les cas sur ces questions-là. C'est très dangereux également. Et donc, c'est pour ça que ça fait partie de nos recommandations. Et puis, je dirais, puisque la personne qui va intervenir après moi pourra tout à fait très bien en parler, on a des très bons livres, vous voyez, pour les tout petits. Des livres qui respectent l'intimité et qui permettent aux parents également d'aborder ces questions-là dans le respect de l'enfant et de ce qu'il est bon de dire à l'enfant en fonction de son âge, toujours en insistant qu'on peut parler de tout, qu'il n'y a pas de tabou, mais que c'est aux parents d'être garants de ce qui peut être dit à un enfant en fonction de son âge pour ne pas entraver son développement et ne pas le mettre en danger, parce que c'est bien de cela dont il s'agit. Ça touche pas que le public, Sophie Audugé ? Non. D'accord, donc les établissements privés ne sont pas forcément épargnés. Alors, pour finir, donc si vous voulez vous rendre compte
du désastre actuel de ce qui est proposé par l'Éducation nationale, vous pouvez vous rendre sur onsexprime.fr, le site proposé par l'Éducation nationale. Vous y verrez ce qui est la page d'accueil du site qui est destinée aux enfants et aux adolescents sans aucune limite ni contrôle de l'âge pour accéder au contenu. Alors c'est je vous passe, vous aurez compris le thème, mais le sexe, comment on fait? Là, vous avez de multiples contenus, donc la masturbation, les pratiques sexuelles. Vous avez aussi l'enfant qui peut choisir les types de pénétration, vaginale, anale, au sexe oral, c'est magnifique. Après, il clique sur la pratique qui l'intéresse. Alors après, c'est des petites photos de toutes les positions. Tu peux imprimer et construire les personnages. Alors, si un mercredi après-midi, votre enfant imprime et construit 2 personnages qui sont en levrette, il faut quand même vous inquiéter, mais c'est l'Éducation nationale qui propose et vos impôts qui financent. Je passe le reste parce qu'on a quand même pas mal compris. Moi, ce qui m'a inquiété pour finir, mais on l'a tous vu, par exemple sur les abris de bus, communication de l'État dans le domaine de la sexualité, y compris santé publique. Vous attendez le bus avec votre enfant et puis vous avez une grande affiche qui vous dit la pénétration me fait mal, que faire? Vous êtes content. Et puis il me force à avoir des relations sexuelles. Est-ce que c'est normal? Et puis autre chose sur lequel vous finissez qui m'a ahuri, c'est la séropopstar. La prévention n'est plus mise en avant, à l'instar de la campagne séropopulaire qui mentionne qu'on peut vivre pleinement et en bonne santé sans transmettre le VIH. Donc là, il n'y a plus aucune référence aux moyens de prévention avec le préservatif pour éviter la contamination de son partenaire. Là, je pense que là, on atteint des summums. Oui, voilà, parce que si vous voulez, tout ça se fait dans un contexte de sexualisation globale, sexualisation dans l'espace public, sexualisation. Une des personnes qui a réagi, des auditeurs le disait. C'est vrai qu'on a des postures sexualisées d'enfants. Je suis désolée, il faut quand même être clair. Je veux dire, l'ouverture des Jeux Olympiques. On a donc une réinterprétation de la scène avec donc des personnes, des drag queens, un acteur nu. Il y a une enfant au milieu de ces gens. Oui. Faut même être clair, il y a une enfant. Oui. Et à un moment, il y a un des personnages qui fait mime de l'égorger. De l'égorger. Et personne n'a réagi. C'était en mondiovision. Non, mais c'est quand même incroyable. Mais c'est dans la poursuite de ce que vous dites. Ouais. Voilà, on est dans une banalisation de la sexualisation des enfants, de la sexualisation des postures devant des enfants. C'est évidemment les stages de drag queen dans les bibliothèques, dans la mairie de Bordeaux, etc. Tout ça constitue, si vous voulez, une ambiance de sexualisation des précoces, de sexualisation des enfants, qui caractérise évidemment de l'incestuel et du pédopornographique, évidemment. Donc, si vous voulez, quand on est... et j'entendais, il n'y a pas très longtemps, vous savez que le CESE a donné un avis sur les programmes d'éducation à la sexualité, et parmi les intervenants du CESE, au cours de l'intervention qui était rendue publique, à laquelle j'ai écouté, on avait quand même un membre d'une association qui avait le culot de dire qu'en fait, il y avait de plus en plus de maladies sexuellement transmissibles, et il y avait de moins en moins de port du préservatif. Mais alors, et donc il faisait le lien en disant que c'était parce que la société était réactionnaire et qu'on parlait pas de sexualité dans les écoles, qu'il n'y avait pas d'éducation à la sexualité. Alors, de telles approximations, de telles associations sont intellectuellement ignobles. Parce que la réalité, c'est comme on le montre dans le livre. On parle, aujourd'hui, on a des affiches de séropopulaires. Non, mais vous vous rendez compte, séropopulaires. Est-ce que séro comme séropositif, je précise pour nos auditeurs parce que c'est tellement énorme. Voilà, pour voir les affiches, c'est Santé publique France. Il n'est jamais mention du préservatif dans cette affiche. Vous pouvez regarder. Il n'y a pas de mention du préservatif. Alors moi, je pense que c'est beaucoup plus pour cette raison-là. Il faut aussi préciser que dans le porno, il n'y a jamais de protection, jamais de préservatif. Il faut préciser qu'on parle, vous l'avez compris, de sexe dans les fesses, de sodomie, etc., sans jamais préciser que c'est une pratique, d'abord, qui est absolument pas voulue par les femmes. C'est des pratiques que les femmes rejettent majoritairement, faut quand même le dire. Donc là, si on nous fait croire que c'est du féminisme que de parler de sexualité, parler de sodomie, c'est pas du féminisme. Ça, je peux vous le garantir, toutes les féministes vous le diront. Mais surtout, c'est une des pratiques sexuelles qui transmet le plus de maladies sexuellement transmissibles. Jamais on précise qu'effectivement, il faut être protégé.
Donc, si vous voulez, le vrai sujet, il est qu'on est aujourd'hui dans une sexualisation d'ambiance qui met les enfants en scène de manière de plus en plus banalisée, qu'on parle de sexualité de manière totalement détendue à des enfants pour lesquels c'est un viol psychique, c'est un traumatisme et qui va enjoindre des enfants à aller avoir des pratiques sexuelles sans protection parce qu'on ne leur parle même plus de prévention et que quand on a une affiche de Santé publique France qui met en avant qu'on peut vivre sans problème avec le sida, sans même rappeler qu'il faut se protéger dans les rapports sexuels, faut quand même oser aller faire croire que c'est parce qu'il n'y a pas de séance d'éducation à la sexualité que il y a de moins en moins de port du préservatif. C'est un peu gonflé quand même. Merci, c'était très clair, Sophie Audugé, donc directrice de SOS Éducation. On finira, Anne-Laure Malher, par une remarque d'une auditrice. Merci, très intéressante émission. Je suis stupéfait de la nature des propos tenus par les pédagogues à des enfants de CM2. On ignore en effet les stades de développement des jeunes, l'imaginaire, le goût du beau, les découvertes, la nature, le sport, la lecture, le vélo. Les mettre en garde contre les adultes à problème, oui, c'est le rôle des parents, mais on n'a pas le droit de les soumettre à ce type de propos. Tout cela traduit l'état de la société actuelle, réduite à l'argent, la consommation et le sexe. Quelle misère, tant de choses ont disparu. Merci beaucoup Sophie Audugé. Je rappelle le formidable travail que vous faites en tant que directrice de SOS Éducation. Vous avez pris un temps précieux et je sais qu'il est précieux parce que vous êtes très sollicitée et c'est bien pour venir expliquer aux auditeurs de Radio Courtoisie à travers votre livre L'éducation sexuelle et l'école aux éditions Artege. Merci infiniment pour tout ce que vous faites pour nos enfants et j'espère qu'à bientôt on aura le plaisir de vous réentendre. Merci Sophie Audugé. Merci à vous. Bonne suite d'émission. Merci. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.